Vous écoutez la 98.5 Sud FM Sen Radio, il est 18h, l'heure du journal, voici les titres. Paralysie du système sanitaire sur toute l'étendue du territoire national. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal est en grève pour 2 jours. Le SAMES se solidarise ainsi avec le personnel médical de l'hôpital Magatte Lô de Linguère après l'ouverture d'une information judiciaire contre 2 agents et l'ex-directeur. Un mot d'ordre largement suivi à Bambey, Sédhiou et dans la banlieue dakaroise. Nous ferons le point dans cette édition. Saisie incessante de faux médicaments, le syndicat national des pharmaciens privés du Sénégal et SOS Consommateurs montent au créneau pour dénoncer ce fait et le mutisme de l'autorité. Ces 2 organisations militent pour le vote d'un projet de loi pour la criminalisation de ce trafic, mais surtout l'élimination définitive des nombreux points de vente illicites de médicaments. Coronavirus, 1 décès et 22 infections supplémentaires recensées, dont 10 cas communautaires à Dakar. Sitting de protestation au tribunal de grande instance de Pikine. Les travailleurs mécontents fustigent l'arrêté conjoint des ministres de la Justice et des Finances. Face à plusieurs réclamations, ces travailleurs n'excluent pas de se faire entendre tous les jours. Sur l'international, nous irons au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire où les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 disent niet à un retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à Abidjan. Et la page des sports va compléter ce 18h mise en onde par Pape Laïdjei. Bienvenue à toutes et à tous. Soit. Josette Kali. Comme je vous le disais dans les titres, grève nationale de 48 heures du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Ils étaient en assemblée générale à l'hôpital Magatte Lô de Linguère pour la défense du personnel de santé. Dans la banlieue de Dakar, le mot d'ordre est bien suivi à l'hôpital Roi-Baudouin, à Dalal Jamm et à l'hôpital de Pikine. Seules les urgences sont prises en charge, de même que les malades de la Covid-19. Même constat au centre de santé de Bambey où seul le service minimum est assuré. Adam Ndiaye. Le mot d'ordre de grève de 48 heures décrété par le syndicat des médecins du Sénégal, SAMES, est suivi au niveau du centre de santé de Bambey. Le centre de santé de Bambey, qui avait l'habitude de recevoir beaucoup de malades, est presque vide. Il n'y a que quelques patients au niveau du service d'urgence du centre de santé et au niveau du service dentaire. Ici, le service minimum est assuré par 2 médecins. Le reste des médecins ont observé le mot d'ordre de grève. Pour Djibril Ngom, un enseignant qui a libérer ses élèves pour besoins médicaux, se désole de cette situation. Le médecin qui lui avait fixé un rendez-vous est absent de la ville. Il exhorte ainsi l'État à situer les responsabilités du drame qui s'est produit à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Selon lui, il n'y a pas un seul coupable dans cette affaire. Il faut que l'État règle ce problème parce que la santé est primordiale. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Dans le sud du pays, à Sédhiou, pas de consultation, seules les urgences sont assurées dans les structures sanitaires de la région. La recrudescence de saisie de faux médicaments n'est pas du goût de SOS Consommateurs et du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Ces 2 organisations constatent avec regret l'inefficacité du comité de lutte contre les faux médicaments qui était mis en place. Si SOS Consommateurs plaide pour le vote d'un projet de loi, les pharmaciens privés veulent des décisions fortes pour lutter définitivement contre le phénomène. Abdoulaye Diop. Le Sénégal a bel et bien des textes et moyens qui peuvent lutter contre le trafic de faux médicaments, selon le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, mais le président Dr Hassan Diop regrette un manque de volonté pour les appliquer. Mais j'ai dit l'administration du Sénégal, au niveau de ces différents services, dispose de moyens, dispose de textes qui permettent de lutter efficacement contre ce trafic. Mais vraiment, ceux qui doivent prendre les bonnes décisions et qui consistent d'abord à fermer tous les points de vente illicites, à ce niveau, on voit qu'il n'y a pas de volonté politique. Même son de cloche chez SOS Consommateurs qui plaide pour le renforcement des moyens de la douane. Maître Massokhna Kane. Pour
annonce avait renforcé les moyens de la douane, surtout la douane qui est à l'intérieur du pays, du fait de la porosité de ces frontières-là et du fait que les moyens dont elles disposent ne sont pas suffisants. Il faut renforcer. Il faut criminaliser le trafic par le vote du projet de loi proposé par le comité de lutte contre les faux médicaments. Je pense que déjà le vote de cette loi déjà permettrait d'aggraver très notablement les sanctions parce que, comme on le sait, le trafic de faux médicaments est plus juteux que le trafic de la drogue, est moins risqué puisque c'est des sanctions minimes. Donc il faut aggraver, il faut criminaliser le trafic de faux médicaments. Des milliers de tonnes de faux médicaments ont été saisis par les forces de sécurité. Consuméristes et acteurs du médicament exigent la réactivation sans délai du comité de lutte contre les faux médicaments. Abdoulaye Diop, des saisies records de faux médicaments au Sénégal. La situation préoccupe le syndicat national des pharmaciens privés. Pour le président du syndicat, si le trafic prend de l'ampleur, c'est à cause des nombreux points de vente illicites et de l'absence de volonté de l'État de lutter efficacement contre ce fléau. Dr Assane Diop, président du syndicat, au micro de Mamadou Camara. Ce trafic de faux médicaments, j'allais dire ce crime organisé, est toujours d'actualité au Sénégal. Pour ne pas dire en train de prendre de l'ampleur. Et ce qui gêne, c'est que jusqu'à ce jour, on n'a pas vu le ministère en charge de la Santé poser des actes forts contre ce marché illicite. Le président de la République, quand il nous recevait en 2019, avait annoncé des mesures fortes contre ce marché illicite. 2019-2021, j'avoue qu'on n'a pas vu grand-chose. En tout cas, c'est le lieu aujourd'hui de rappeler cela et de dire que nous devons refuser que le Sénégal constitue une plaque tournante contre ce trafic. Parce que si on se rend compte de toutes les saisies qui sont faites, on ne peut pas ne pas se dire pourquoi le Sénégal devrait constituer une plaque tournante de ce trafic. C'est comme si la santé des populations ne nous préoccupe guère. Et je ne suis pas sûr que ce doit être cela aujourd'hui les missions de l'autorité. Nous attendons de l'autorité, en tout cas le ministère de la Santé, qu'il prenne des mesures fortes et qu'il comprenne que la lutte contre ce trafic doit constituer un chantier et non pas n'importe quel chantier, doit constituer une urgence pour le ministère de la Santé. On a fait énormément de propositions, on a fait beaucoup de sensibilisation et pour nous, le travail que la douane est en train de faire a pour objet de tarir les sources d'approvisionnement. Mais pourquoi il y a approvisionnement? C'est parce qu'il y a des points de vente illicites. C'est parce que si jamais ces médicaments passent la douane, il y a des gens qui attendent pour les prendre tout de suite. Pour nous, la proposition la plus forte, c'est la fermeture de tous les points de vente illicites. Ça va faciliter aujourd'hui le travail de la douane. Je vous assure que dans certains pays, vous avez des cartons de médicaments illicites, vous n'avez nulle part où les vendre, parce que ce n'est pas possible. Malheureusement, au Sénégal, c'est possible. Et c'est ça la proposition forte. Il faut fermer tous les points de vente illicites de faux médicaments. C'est ça qui justifie aujourd'hui ce trafic-là. Que l'État a déjà posé des actes, parce que l'État du Sénégal a ratifié, en tout cas a décidé de ratifier la Convention Médicrime, qui en plus de criminaliser le trafic de faux médicaments, va également criminaliser le trafic de tous les produits médicaux. Cela veut dire quoi? Les seringues, les masques de mauvaise qualité, les sondes de mauvaise qualité maintenant vont rentrer. Et l'avantage de cette criminalisation, parce que jusqu'à présent, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'illégal. C'était à l'instant le docteur Assane Diop qui préconise la fermeture des nombreux points de vente illicites de médicaments et la criminalisation de ce trafic. Covid-19 à présent, un nouveau décès, 22 nouvelles contaminations dont 10 cas communautaires recensés uniquement dans la région de Dakar au moment où 12 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Écoutons le docteur Elhaji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 839 tests réalisés, 22 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,62%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 12 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 10 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 10 cas, dont 2 à Thiaroye-Azur, 1 aux Almadies, Castor, Dakar Plateau, Liberté 2, Mariste, Petit Mbao, Pikine et Point-E. Aucun cas communautaire n'a été enregistré dans les autres régions du pays. 26 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 12 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré le dimanche 9 mai 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour,
40 174 cas ont été déclarés positifs, dont 39 410 guéris, 1120 décédés et donc 183 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 427 377 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Sud FM, l'info, c'est ici. Pas de travail aujourd'hui au tribunal de grande instance de Pikine. Les travailleurs ont tenu un sitting pour dénoncer leurs conditions de travail. Ces travailleurs de la justice en rouge dénoncent l'arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministère des Finances concernant le paiement des primes, le retard des fonds communs, entre autres revendications. Ces derniers menacent de tenir un sitting tous les jours. Écoutons Abdoulaye Mboub, greffier au tribunal de Pikine. Nous avons appris aujourd'hui, et à la suite d'une publication d'un collègue, qu'il y a un arrêté conjoint signé par Maître Malick Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et M. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances. Donc le dit arrêté conjoint, sur le dit arrêté conjoint, donc il a été bel et bien mentionné que en termes de recettes, donc alimentant les primes, donc ce sont les mêmes recettes qui alimentent les fonds communs. Donc comme pour dire qu'il y a eu un complot ourdi contre l'intérêt des travailleurs, nous faisant croire que nous disposons des primes, alors que c'est en réalité les recettes du fonds commun qui sont scindées en deux. On nous verse dans une première tranche les fonds communs et ils attendent une certaine périodicité pour nous verser une autre partie qu'ils ont dénommée des primes. Mais je trouve que c'est une décision lâche de la part des syndicalistes qui ont eu qui ont la confiance des travailleurs de la justice pour agir au nom et pour leur compte. Et qui malheureusement n'ont trouvé rien d'autre que de les trahir de cette façon aussi lâche. C'est pourquoi nous déplorons avec la dernière énergie tous les raccourcis que prend le ministre de la Justice. Actuellement, les travailleurs de la justice, comme un seul homme, se sont levés pour dénoncer cela. Mais aussi dénoncer également nos conditions de travail au sein du palais de la justice de Pikine-Guédiawaye. Nous sommes regroupés comme des sardines dans des bureaux. Et ça dure depuis longtemps, alors qu'on nous avait dit que c'était une situation transitoire, le temps qu'on construise un nouveau palais. Nous dénonçons jusqu'à la dernière énergie ces conditions de travail. Voilà. L'autre chose aussi également, c'est le manque de perspective des travailleurs de la justice. Qu'il s'agit des secrétaires, qu'il s'agit des interprètes, qu'il s'agit des greffiers. On ne sait pas ce que demain sera fait. Pour ce qui concerne des greffiers, ça fait plus de 10 ans qu'un concours n'a pas été organisé. En lieu et place, ils ont préféré trouver des raccourcis, entretenir le népotisme en nommant à des postes de responsabilité des greffiers intérimaires. Abdoulaye Mboub s'est exprimé au micro de Moussa Thiam. Plus d'une centaine d'étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ressortissants de Kaolack ont rallié leur ville d'origine à bord de 3 bus pour manifester. Ces étudiants ont barré la route nationale pour réclamer 4 ans de subvention. Mamadou Camara. Matinalement venus à Kaolack à bord de 3 bus, les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ressortissants de Kaolack ont aussitôt porté des brassards rouges et barré la route nationale à hauteur de l'ancienne gouvernance. Ces derniers réclament leur subvention municipale. Nourou Mbaye est le président de l'amicale des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ressortissants de Kaolack. Nous sommes présents ici aujourd'hui pour barrer la route parce que nous sommes fatigués. Il y a de cela 4 ans, nous n'avons pas reçu notre subvention venant de la municipalité. Les étudiants de l'UGB souffrent énormément. Nous sommes presque 1000 étudiants là-bas. 1000 Kaolackois à l'UGB. Nous sommes fatigués. Que l'université de Gaston Berger constitue l'université de l'excellence ici au Sénégal. Et les meilleurs bacheliers de la région de Kaolack sont orientés à l'université de Gaston Berger de Saint-Louis. Présentement, l'excellence est menacée et la médiocrité est approuvée. Nous sommes là pour réclamer notre subvention. Nous sommes venus tous avec des caravanes. Madame Hassan nous doit notre subvention. Elle nous dit que la chose n'est pas une obligation. Mais nous lui rappelons que la chose est une obligation morale. Parce que l'ensemble des communes le font. C'est une obligation morale. Nous avons besoin de notre subvention. Sinon, nous allons user de tous les moyens possibles pour semer les terroristes ici à Kaolack. 4 ans sans subvention municipale, ça suffit. Les étudiants ressortissants de Kaolack à l'université Gaston Berger de Saint-Louis souffrent énormément. Ce sont entre autres phrases qu'on pouvait lire sur leur pancarte. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM.
À la suite de cette manifestation, Mariama Sarr, le maire de Kaolack, persiste et signe la subvention municipale n'est pas une obligation. Toutefois, ces étudiants pourraient bénéficier d'un soutien financier dans un cadre purement social. Mariama Sarr, que nous écoutons au micro de Mamadou Camara. Sur cette question, je dois être claire. Je viens d'échanger avec le préfet qui compte recevoir 3 du groupe pour leur préciser les missions de la commune et des missions qui ne concernent pas les communes. Nous ne sommes pas une mairie de ville, nous sommes une commune et nous avons dans le cadre des compétences transférées la prise en charge des écoles élémentaires. Et nous le faisons régulièrement, des subventions allouées aux élèves de l'élémentaire. Nous pouvons quand même dans le cadre de l'appui aux étudiants prendre en charge quelque chose qu'on peut appeler transport des étudiants. Mais pour ce qui est d'une subvention allouée aux étudiants, je pense que dans ce domaine-là, nous ne sommes pas compétents. Nous avions l'habitude de les aider, mais s'ils croient que ceci est une obligation, nous allons cesser pour leur montrer que ce n'est pas une obligation. Ce qu'on doit faire, nous le savons et nous le faisons. Nous faisons même au-delà de ça. Je prends personnellement ma situation au niveau de Dakar. J'ai pris la décision de les aider en tant que ministre de la région. Et j'ai pris un appartement que je paye depuis 2014 pour l'UREC de la région de Kaolack. L'UREC qui n'est pas un groupe d'étudiants politiques, ce sont les étudiants de la région de Kaolack. Cet appartement, je le paye depuis 2014. Si tous les autres responsables faisaient de même, je pense que les étudiants de Kaolack n'auraient pas de problème. Ça n'a jamais eu de rupture. En dehors de cela, chaque fois qu'ils viennent me solliciter, récemment, j'ai appuyé l'UREC même dans le cadre de la distribution de kits alimentaires. Donc, les 2 associations d'étudiants, je les appuie régulièrement. Dans le cadre de la mairie, nous ne sommes pas compétents pour ce qui est d'une subvention qui leur est allouée. On peut maintenant les appuyer dans le cadre d'un transport. Actuellement, présentement, je suis en train de voir comment je vais les appuyer pour que ceux qui viennent de Dakar puissent passer la Korité ici. Mais ce n'est pas une obligation. La subvention qui réclame ici, une subvention qu'on alloue régulièrement, comme dans l'élémentaire, ce n'est pas de notre compétence. Agression du coordonnateur de frappe de Dakar, Adama Diatta, au niveau de la commune de Dakar Plateau. Il devait déposer une lettre pour demander la décolonisation des espaces publics. Adama Diatta dénonce et annonce une plainte pour agression. Il est joint par Khabsa Elimanouane. Quand on est arrivé sur le lieu, on a trouvé un véhicule de police avec des agents de la police, des nervis sur place. Moi, je les considère comme étant des nervis. Parce que s'ils sont des agents de la mairie, ils doivent savoir qu'ils sont au service de la police. La police nous a accueillis en premier et nous a demandé l'objet de notre visite. Je leur ai dit que nous sommes venus déposer une lettre. Ils m'ont dit que le monsieur le maire n'était pas sur place. Je leur ai dit qu'on n'avait pas besoin de rencontrer le monsieur le maire. On est juste venu pour déposer une lettre au bureau du courrier et avoir un accusé de réception et partir. Ils m'ont dit que ce n'était pas possible. J'ai dit pourquoi. Ils m'ont dit parce que la situation est tendue. Je lui ai demandé de m'accompagner à l'intérieur du bureau. Les nervis ont dit non. Le policier m'a demandé de me mettre de l'autre côté de la chaussée. Avec mes camarades, je suis parti. Une fois là-bas, un des agents de la mairie est venu nous trouver sur place pour tenter de récupérer de force la lettre. Je m'y suis opposé et j'ai appelé la police. Elle a tenté de disperser ces gens-là. Ils sont parvenus à m'extirper devant la police, à me taper dessus, à me blesser et à déchiqueter mes habits, juste pour récupérer la lettre. Et ça devant la police. Moi, j'ai un problème. Depuis quand? Parce que les policiers nous ont dit qu'il nous fallait les appeler pour les informer qu'on allait déposer cette lettre. Depuis quand les citoyens ont besoin d'appeler la police pour un dépôt de lettre? C'est ça notre problème. Ensuite, il y a un deuxième problème. Depuis quand les citoyens qui sont à côté de la police se font agresser alors que personne ne se fait arrêter? C'est ça notre problème. Mais je signale qu'on reviendra pour déposer cette lettre. On reviendra et on va déposer cette lettre. On va porter plainte pour agression, bien sûr. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, manifestation du collectif des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. Ce collectif s'oppose catégoriquement au retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, correspondance Justin Assalé. Quelques dizaines d'individus se réclamant du collectif des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont manifesté ce lundi matin devant le palais de justice au Plateau, le quartier des affaires de la capitale économique ivoirienne. Ils disent s'opposer au retour au pays de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, pourtant blanchi et acquitté par la CPI, la Cour pénale internationale. Ces manifestants disent dénoncer ainsi l'impunité car pour eux, les 2 anciens prisonniers de La Haye doivent dès leur arrivée en Côte d'Ivoire être arrêtés et jetés en prison conformément au verdict rendu par la justice ivoirienne, les condamnant à 20 ans de prison par contumace.
Pour Isiaka Diaby, président du collectif des victimes de la crise post-électorale, pas question de grâce présidentielle ni d'amnistie pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et s'oppose aux négociations en cours entre le gouvernement et les émissaires du Front populaire ivoirien, le parti fondé par Laurent Gbagbo. Le président Alassane Ouattara, qui a inscrit la réconciliation comme fer de lance de sa mandature, a déclaré le 7 avril dernier que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pouvaient désormais rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent, avant d'ajouter que des dispositions seront prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie conformément aux tests en vigueur des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République. Cette manifestation du collectif des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 sonne comme un désaveu à la politique de réconciliation entamée depuis peu par le gouvernement ivoirien. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le ministre ivoirien de la Défense séjourne depuis hier à Ouagadougou. Téné Birahima Ouattara est en visite de travail pour le renforcement de la coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans son séjour au Burkina, des audiences sont prévues avec plusieurs autorités. Mathieu Somda. Au programme de cette première visite officielle du ministre ivoirien de la Défense, depuis sa nomination le 8 mars dernier, des audiences et de séances de travail. Téné Birahima Ouattara en visite de travail dans le cadre d'une mission de renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme entre la Côte d'Ivoire et le Burkina est allé se confier au président du Faso. Non, je ne peux venir en terre burkinabé sans venir présenter mes civilités au président du Faso. Il était normal que nous puissions passer, lui faire un message du président Ouattara. Nous avons, le mois dernier, été l'objet d'attaques terroristes, ce qui est une réalité. Il y a eu des pertes en vie humaine de la part de nos forces de défense et de sécurité. Nous pensons que la lutte contre le terrorisme ne peut être menée par un seul État. Il faut donc mutualiser les efforts, essayer de mettre ensemble nos moyens. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire intéresse le Burkina Faso. Bien entendu, ce qui se passe au Burkina intéresse au plus haut niveau la Côte d'Ivoire. Je le dis en toute franchise, c'est deux pays qui ont des destins liés et pour ce faire, nous devons nous mettre ensemble pour essayer de faire en sorte que nos populations puissent vivre en paix et en sécurité. Une séance de travail a permis au ministre burkinabé et ivoirien de la Défense d'actualiser le contenu de la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Le ministre burkinabé de la Défense, Chérif Si. Nous avons eu une séance de travail très constructive. Depuis quelques années, nous avons des difficultés au niveau de nos deux frontières du fait de tentatives d'infiltration d'éléments nuisibles que nous appelons communément des groupes armés terroristes. Nous avons eu à mener ensemble un certain nombre d'opérations pour faire reculer cette adversité-là. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Le retour de Lamine Diack est prévu pour ce lundi. L'ancien président de l'IDESAEF viendra par vol Air France en début de soirée en possession de son passeport depuis mercredi dernier. Lamine Diack ne souhaite pas d'accueil populaire mais sollicite juste des prières pour que justice soit faite dans cette affaire. Coupe CAF, quart de finale aller, le Jaraaf quitte Dakar jeudi pour le Cameroun. Il doit affronter le Coton Sport de Yaoundé le 16 mai prochain, au moment où le club médinois a aligné 2 nuls et 1 défaite et occupe la 10e place du championnat national. Pour faire du football une activité, il faut nécessairement des ressources financières importantes et des stades de qualité. Pape Massata Diack, ancien conseiller marketing de la Fédération sénégalaise de football, suggère une mutualisation des droits commerciaux et télévisuels de toutes les entités du football. Pape Massata Diack est au micro de El Hadj Malick Ndiaye. C'est un marché qui est très petit. C'est un marché de 17 millions d'habitants. Donc le marché de la publicité aussi n'est pas très extensible. Donc
connaît les gros sponsors. Donc s'ils mutualisent leurs droits et aussi ont une même plateforme de visibilité au niveau des médias, mais à ce moment-là, ils peuvent s'attaquer au marché. Mais le plus important aujourd'hui pour le football sénégalais, c'est de s'apprivoiser la fidélité du supporter. À la base de tout, le football, n'importe quel sport, c'est le supporter qui finance. Parce que c'est lui qui achète les billets, c'est lui qui achète les maillots, c'est lui qui achète les abonnements TV. Il faut le fidéliser parce qu'il a son budget de loisirs. En quoi faisant? Tout de suite, d'abord les identifiant, en les motivant, parce qu'on ne voit absolument rien qui motive les supporters à venir au stade. En Inde, le tournoi de cricket T20 a été lancé parce qu'ils ont mis des jeux concours. On pouvait gagner des maisons, on pouvait gagner des voitures, on pouvait gagner des pactages du sportif, le paquet complet de survêtements. Mais les gens se disent, mais écoute, au lieu d'aller dépenser mon argent au cinéma, mais je vais au match de cricket, il y a des concours. Je peux gagner une maison, ou je peux gagner un pactage complet, survêtements, maillots, chaussures et tout, de mon équipe. Et en plus de ça, où je peux gagner un abonnement d'un an à la télévision. Donc, moi, je pense que c'est à ces supporters qu'il faut s'attaquer. Et ces supporters, si on les apprivoise, aller vers les médias, faire des contrats de partenariat, où on partage la vignette commerciale entre les médias, parce qu'ils ont des frais, c'est des entreprises de presse privée, mais à ce moment-là, chacun s'y retrouve. On crée une industrie. Et l'environnement dans tout ça, dans ce contexte où on parle beaucoup de manque d'infrastructures sportives, où le Sénégal ne dispose pas d'un stade homologué. Oui, mais ça, on en a parlé. Ça, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités et faire le modèle qu'ils avaient fait avec la SONES dans les années 98 ou 93, je ne sais pas, où ils ont financé le plan sectoriel eau avec des emprunts publics pour faire des forages. Et ces forages ont été confiés à la SONES, à des sociétés d'exploitation. Et ils ont été rentabilisés et remboursés. Aujourd'hui, l'État est devenu propriétaire. Il doit faire la même chose avec 14 stades régionaux qu'on financerait comme ça, aux normes FIFA, avec aujourd'hui la possibilité de lever des fonds d'investissement dans les pays arabes, comme Mubadala, comme Qatar Sports Investment, Qatar Investment Authority. Sur ces marchés, tu peux trouver de l'argent pour financer ces infrastructures et les rentabiliser au bout de 10-15 ans et en être propriétaire, ou bien donner à la fédération la possibilité d'en être propriétaire, en collaboration avec la SOGIP ou la CDC. Nous accueillons Hafsa Elimanouane dans votre page éco. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, ce numéro est consacré au travail et salaire décent. Que recouvre ce concept? La réponse est avec Meïssa Babou, professeur d'économie à la FASEC. Il plaide pour la révision des salaires tous les 10 ans. En fait, le salaire rémunère un travail déjà fait, mais pas à faire, et son niveau dépend de plusieurs facteurs, dont la compétence, mais pas forcément la lourdeur ou l'énormité de la tâche. Sinon, les travaux manuels seraient mieux payés que le travail de construction d'un ingénieur ou d'un intellectuel. Le travail décent, c'est beaucoup plus un travail qu'on peut juger honorable, éthiquement parlant, qui ne déshonore pas et qui, malgré la difficulté, reste dans les règles morales acceptables. Parce qu'il y a quand même certains travaux qui ne sont pas du tout décents. Maintenant, il faut comprendre que le niveau de salaire aussi peut être jugé décent, c'est-à-dire est-ce que c'est un salaire qui permet de survivre ou de pouvoir impacter doublement. Premièrement, un impact économique te permettant de faire des dépenses économiques. Deuxième aspect, une transformation sociale, ce qui fait que le travail décent peut être lié à un niveau de salaire, mais la corrélation n'est pas parfaite. Un travail peut être décent et mal payé, un travail peut pas être décent et être très bien payé. La masse salariale d'une zone donnée est le principal vecteur de développement économique inclusif. Si la masse salariale est dépensée, moyennant bien sûr une petite partie qui est épargnée, ça permettra de booster l'économie à travers une demande forte. Si les demandeurs qui sont les consommateurs qui n'ont pas les moyens du marché, il va de soi qu'on va tomber dans un marasme économique. C'est pourquoi il est très important de réviser le niveau des salaires, par exemple chaque décennie, pour l'amener au niveau de l'inflation, qui d'année en année peut nous faire perdre un montant important de notre salaire, c'est-à-dire le coût de la vie augmente alors que nos salaires n'augmentent pas. Ceci va impacter négativement sur la demande et corrélativement sur l'économie. C'est pourquoi il est regrettable de constater que même l'État souvent utilise des travailleurs avec un niveau de salaire extrêmement bas
comme les ASP, qui avec 50 000 francs ne peuvent pas, surtout en zone urbaine, subvenir à leurs besoins. Et donc c'est ça là qu'on appelle un travail précaire. Donc il urge de mettre à niveau des hiérarchies de salaire pour qu'on ait un niveau de consommation assez consistant, parce que c'est ce niveau de consommation là, avec la masse salariale et bien sûr le nombre de population, parce que nous sommes en économie, c'est aussi la loi du grand nombre. Il faut absolument que beaucoup achètent, mais pour que beaucoup achètent, il faut que beaucoup aient quand même un niveau de revenu assez consistant. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Josette Kali. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Paralysie du système sanitaire sur toute l'étendue du territoire national. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal est en grève pour 2 jours. Le SAMES se solidarise ainsi avec le personnel médical de l'hôpital Magatte Lô de Linguère après l'ouverture d'une information judiciaire contre 2 agents et l'ex-directeur. Un mot d'ordre largement suivi à Bambay, Sédhiou et dans la banlieue dakaroise. Nous avons fait le point dans cette édition. Saisie incessante de faux médicaments. Le syndicat national des pharmaciens privés du Sénégal et SOS consommateurs montent au créneau pour dénoncer ce fait et le mutisme de l'autorité. Ces 2 organisations militent pour le vote d'un projet de loi pour la criminalisation de ce trafic, mais surtout l'élimination définitive des nombreux points de vente illicites de médicaments. Coronavirus, 1 décès et 22 infections supplémentaires recensées, dont 10 cas communautaires à Dakar. Sitting de protestation au tribunal de grande instance de Pikine. Les travailleurs mécontents fustigent l'arrêté conjoint des ministères de la Justice et des Finances face à plusieurs réclamations. Ces travailleurs n'excluent pas de se faire entendre tous les jours sur l'international. Nous étions au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire où les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 disent niet à un retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à Abidjan. La page des sports a complété ce 18h mise en onde par Pape Laïdjei. Merci de nous avoir suivis. À la suite de cette édition, vous pourrez écouter votre page Ramadan avec Amadou Moustapha Dian, suivi de Sud Nutrition présenté par Marie-Rosaline Ndiaye et le docteur Bintou Chersek. Elles vont ensuite laisser la place à Amadou Moustapha Dian pour la rubrique culture. Bonne suite des programmes sur la 98.5 sur FM Sen Radio.